Bonjour, ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes et je suis journaliste pour le magazine Grandir autrement. Dans une précédente vidéo, dans un précédent article publié dans Grandir autrement, j'ai abordé les bienfaits de la respiration. Parmi les respirations conscientes qui peuvent être utiles et aidantes au quotidien, il y a celle proposée par le docteur David O'Hare, médecin et auteur de livres connus comme Cohérence 365. Nous allons en reparler et notamment vous présenter son dernier né, Cohérence Kid. Alors, la cohérence cardiaque, il ne s'agit pas d'une technique ou d'une méthode, mais d'un état accessible par la pratique. C'est sur cet état dit de cohérence cardiaque que nous allons revenir aujourd'hui, plus particulièrement sur son intérêt pour nos enfants. Vous pourrez ainsi avoir en main un outil supplémentaire pour faire du bien à votre corps et prendre soin de votre équilibre tête, corps, cœur. Bonjour David. Bonjour Guillemette, je suis très heureux d'être là. Merci. Mais je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à dire après cette introduction. Ah si, j'ai plein de questions. Tant mieux. À la base de vos recherches, il y a la relation corps, pensée, émotion, comme j'ai pu le lire sur votre site cohérenceinfo.com. Comment en êtes-vous arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que, en tant que médecin, vous vous êtes écarté de la médecine dite conventionnelle, qui a une vision plutôt mécaniste du corps, pour l'ouvrir à cette question de relation aux émotions et à la pensée? Alors, je ne m'en suis pas écarté du tout. J'ai peut-être élargi le champ de vision. Mais j'ai toujours eu cette envie d'aller chercher un petit peu plus loin que la simple mécanique de la physiologie. D'ailleurs, j'ai été pendant 30 ans médecin généraliste, mais aussi homéopathe, donc il y avait déjà cette volonté d'ouvrir à d'autres pratiques, à d'autres visions de la médecine, parfois ancestrale. Et j'ai toujours prôné la médecine intégrative. D'ailleurs, avec David Schreiber, nous avions fondé il y a une quinzaine d'années l'Institut de médecine intégrée de Paris. Et je participe à les enseignements de médecine intégrative. Et je crois beaucoup à cette intégration où la médecine des médecins ne serait qu'un chapitre parmi d'autres et pas forcément prépondérant, mais de participer à la santé, au mieux-être, au développement personnel. Donc, c'est avec cette curiosité, cette ouverture que la cohérence cardiaque m'est tombée dessus. Je n'aime pas parler de hasard, tout en étant très cartésien, parce que je n'y crois plus tellement. Il y a des belles rencontres. La cohérence cardiaque a été une rencontre. À titre personnel, à un moment extrêmement difficile de ma vie, la cohérence cardiaque est arrivée et parfois je dis elle m'a sauvé la vie, ou en tout cas elle m'a permis une résilience dans des moments personnels, familiaux difficiles. Et la cohérence cardiaque, c'est tout bête, hein, c'est venu une simple demande de traduction. Je suis, bon, même si j'ai exercé 30 ans en France, je suis anglophone, je suis né au Canada de parents anglais et ma langue maternelle est l'anglais. Et ma langue d'adoption est le français avec cet accent marseillais parce que j'ai vécu depuis l'âge de 5 ans dans le sud de la France. Et donc, on m'a demandé tout simplement, au départ, premier intérêt pour quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. J'étais installé dans mon cabinet médical à Nîmes, dans le sud de la France. On m'a demandé de traduire quelque chose, un article, une adaptation sur un logiciel de cohérence cardiaque dont je n'avais jamais entendu parler. Donc, j'ai eu un prototype le premier, c'est le Freeze Framework qui n'existe plus. Et puis, ça m'a intéressé tout de suite, parce qu'il faut savoir aussi qu'en tant que médecin généraliste et nutritionniste, parce que j'ai un DU de nutrition, c'était la moitié de mon exercice, c'était dans le domaine de la nutrition, l'autre moitié, la médecine de famille. J'ai toujours été déçu dans le domaine de la nutrition et je me suis donc intéressé à la psychothérapie cognitive et comportementale et je suis diplômé de Montpellier en psychothérapie cognitive et comportementale. Et j'ai trouvé avec la cohérence cardiaque un outil qui va permettre de visualiser des états émotionnels, de visualiser l'impact de la respiration en particulier sur la physiologie et sur les émotions. Alors pour moi, c'était vraiment un chaînon manquant. Et je pense être un autodidacte de la cohérence cardiaque parce que bien avant les formations professionnelles, je faisais ma petite tambouille dans mon cabinet. Donc je crois que j'ai tout essayé, j'ai eu tous les logiciels et j'ai intégré la cohérence cardiaque à ma pratique de psychothérapie cognitive et comportementale et ma pratique de médecine générale. Et il y a plusieurs choses, donc tout ça pour dire que je ne me suis pas du tout écarté. Je vais peut-être écarter les murs
de la médecine. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup là maintenant. Et j'habite à Montréal, la médecine intégrative est enseignée en faculté de médecine. Ah, Mais il y a autre chose aussi. On me demande souvent qui a inventé la cohérence cardiaque. On me demande si c'est moi. Non, c'est pas moi. On me demande souvent si je suis le père de la cohérence cardiaque. Non, non, je suis peut-être l'oncle de la cohérence cardiaque. Je ne suis pas le père. Et en fait, personne n'a inventé la cohérence cardiaque. Personne n'a inventé la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, vous l'avez bien dit, est un état physiologique particulier d'équilibre de tous nos systèmes d'adaptation, système nerveux autonome, système émotionnel, système hormonal. C'est un état d'équilibre qui peut être obtenu de nombreuses façons, dont la respiration. Et là où on fait la confusion, c'est qu'il a fallu attendre des logiciels de cardiofeedback, des logiciels de cohérence cardiaque, dans la fin des années 90, pour les logiciels grand public, de l'Institut HeartMath en Californie, pour déceler cet état, mais que la médecine traditionnelle orientale en particulier avait décelé. Je veux dire, cet état à partir duquel la méditation, tout, etc. Et donc, il a fallu que quelqu'un invente du matériel pour déceler l'état physiologique. Et je fais souvent le rapprochement, ce n'est pas l'inventeur du thermomètre qui a inventé la fièvre. Il a inventé un matériel qui permet de reconnaître l'état de fièvre. Ce n'est pas l'inventeur de la balance qui a inventé l'obésité ou le poids corporel. Et c'est la même chose. Les inventeurs d'un logiciel de cohérence cardiaque ont tout simplement inventé un matériel qui met en évidence un réflexe que nous avons, qui est un réflexe archaïque, qui a 500 millions d'années, puisque nous le partageons avec les dinosaures, qui ne sont plus là. Et donc, c'est un réflexe. L'état de cohérence cardiaque respiratoire est un réflexe de recentrage et d'équilibre de ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Notre système nerveux autonome est le système qui nous maintient en vie. C'est le système d'homéostasie, de santé. Il a deux branches, comme tous les systèmes d'adaptation. Une branche action, la fuite, le combat, l'éloignement du danger. Et une branche repos, réparation, préparation et relaxation et repos. Et en permanence, nous alternons entre ces deux systèmes. Et je considère ça, oui, là, c'est là. Et j'aime bien comparer ça à un budget financier. Nous nous adaptons avec l'argent par des dépenses et nous reconstituons les réserves avec des ressources. Et la santé financière, c'est un équilibre entre les dépenses et les recettes et les ressources. La santé humaine, c'est un équilibre entre les dépenses énergétiques, musculaires. Nous sommes des animaux, notre adaptation se fait par le mouvement, la fuite ou le combat. Donc, lorsque nous sommes menacés ou lorsque nous percevons une menace, notre corps, et depuis 500 millions d'années, mobilise de l'énergie pour l'action musculaire d'éloignement du danger. Et une fois que le danger est passé, eh bien, on reconstitue avec la digestion, avec la réparation, on reconstitue. Donc la santé, c'est un équilibre entre les dépenses et les revenus. Les problèmes de santé financière, c'est trop de dépenses, pas assez de recettes. La santé, 90% des maladies de médecine générale, c'est la même chose. Le stress en particulier, trop de dépenses, trop de sollicitation de l'action vers l'extérieur, pas assez de sollicitation du système de renouvellement, de réparation, de relaxation, de repos, etc. Et 90% des maladies, c'est un déséquilibre. Et ça, avec nos logiciels, on arrive à avoir cet équilibre sympathique, parasympathique, action vers l'extérieur et ressources, avec un marqueur très simple qui est la fréquence cardiaque. Et donc l'analyse de la fréquence cardiaque nous permet de déceler ceux qui relèvent du sympathique, accélération de la fréquence cardiaque, ceux qui relèvent du parasympathique, ralentissement de la fréquence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque est un état qui a nécessité du matériel pour pouvoir le mettre en évidence, mais personne n'a inventé la cohérence cardiaque, si ce n'est Dieu, l'univers, la nature, donc, qui a inventé les animaux. Donc ça, c'est la première chose. Nous sommes programmés pour une ère où les menaces étaient des menaces physiques. C'était la guerre, c'était l'attaque des animaux sauvages, c'était s'éloigner des choses dangereuses. Et notre programmation a 500 millions d'années et elle est très bien adaptée à ces menaces-là. Le problème aujourd'hui, c'est que les menaces ne demandent plus une réponse musculaire,
mais demanderait plutôt une réponse corticale. Et le cortex est arrivé beaucoup plus tard dans l'évolution, et notre système ne s'est pas adapté. Et donc, lorsque je suis menacé d'un point de vue financier, d'un point de vue horaire, d'un point de vue familial, social, je réagis exactement de la même façon. Je prépare de l'énergie pour mes jambes et pour mes bras, pas tellement pour mon cerveau, puisqu'il n'existait pas. Le cortex, le néocortex, même le cerveau limbique n'existait pas du temps de ma provocation. Et donc, il y a ce décalage permanent du système nerveux autonome qui se manifeste par toutes ces pathologies issues du stress, parce que le stress est une menace perçue, renouvelée ou de longue durée, et qui fait que nous nous adaptons, ou nous tentons de nous adapter par une réponse qui n'est pas adaptée. Et donc, nous avons du matériel pour percevoir cet état, mais on n'a pas besoin de matériel pour pratiquer. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'être en cohérence cardiaque. J'ai évoqué la méditation, c'en est une. Il y a des façons corporelles de le faire, la musique peut l'être, mais il y a une façon extrêmement simple, et c'est la respiration. La respiration fait partie du système nerveux autonome. C'est involontaire, vous respirez même quand vous dormez, même quand vous n'y pensez pas. Par contre, la respiration, et les médecines ancestrales l'ont compris, la respiration, on a une certaine part de volonté. On peut accélérer, on peut ralentir, on peut bloquer, on peut respirer le ventre, respirer le thorax. Donc, la respiration est un peu un agent double. Il fait partie du système nerveux autonome involontaire et automatique, mais il y a une part volontaire, jusqu'à un certain point. On ne peut pas se suicider en arrêtant de respirer. Puisque le corps est la principale fonction de rester en vie. Donc, c'est jusqu'à une certaine part. Et il faut savoir que, vous avez parlé des liens entre cerveau, corps, cœur, j'aime bien ajouter aussi la respiration, parce qu'il fait partie de ce circuit d'adaptation. La respiration est chère à fournir de l'oxygène pour mes muscles. Le cœur, avec le système cardiovasculaire, sert à faire circuler cet oxygène et circuler le glucose, qui est le carburant, avec l'oxygène qui fait un mélange de détonants qui nous fait bouger. Et donc, ces deux systèmes sont synchronisés. Le cœur, le système cardiovasculaire et la respiration. Il faut savoir, et c'est là le secret, c'est un secret qui n'est pas si secret que ça, chaque fois que j'inspire, je stimule mon système nerveux sympathique de futur combat pour que mon cœur accélère. Quand j'inspire, c'est pour faire entrer plus d'oxygène, mais autant que le cœur, qui sert à circuler, va accélérer aussi. Chaque fois que je souffle, je stimule mon système de repos et réparation, mon parasympathique et mon cœur ralentit. Donc, si volontairement, je prends le contrôle de ma respiration, eh bien, si chaque fois que j'inspire, mon cœur accélère, chaque fois que je souffle, mon cœur ralentit, chaque fois que j'inspire, je stimule mon sympathique, chaque fois que je souffle, je stimule mon parasympathique. À l'état normal, ce système oscille de façon aléatoire en fonction de l'environnement. Si j'adopte une respiration où l'inspiration est égale à l'expiration, je vais entraîner un genre de balancement pendulaire entre sympathique et parasympathique. C'est ça qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et donc, c'est extrêmement simple. Je peux, avec la respiration, prendre cette respiration consciente, et vous avez parlé de respiration consciente, c'est la première étape vers une pratique de cohérence cardiaque, c'est déjà prendre conscience de la respiration, donc on a un certain contrôle de la respiration. Dès que je décide d'observer ma respiration, en général, j'égalise l'inspiration et l'expiration. Et en faisant cela, si je suis dans un environnement plutôt calme, non menaçant, bien, je vais me mettre dans un état de balancement sympathique à l'inspiration, parasympathique à l'expiration. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, expliqué de façon simpliste, mais totalement juste aussi. Donc, la cohérence cardiaque se base au départ sur une pratique respiratoire. On va égaliser le temps inspiratoire et le temps expiratoire. Mais il se trouve qu'il y a certaines fréquences, et une en particulier, qui donnent le plus grand balancement. Vous savez qu'une balançoire, vous ne pouvez pas décider de la vitesse à laquelle vous allez la pousser. Ça dépend de la longueur du fil. Il faut attendre qu'elle revienne. La longueur du fil de notre système nerveux autonome fait qu'il faut que c'est 10 secondes. Elle va osciller toutes les 10 secondes. Donc, il faut que je souffle pendant 5 secondes et que j'aspire pendant 5 secondes. C'est pour ça que la cohérence cardiaque type 3-6-5, c'est 6 respirations par minute, parce que c'est 6 fois 10 secondes, ça fait bien les 60 secondes de minute. Et donc là, on est basé sur de la physiologie. Je suis médecin cartésien, j'adore la physiologie, j'aime beaucoup l'explication, je n'écris jamais, je ne dis jamais quelque chose qui n'est pas étayé par les constatations de physiologie. Et chaque fois que l'on respire à 6 fois par minute, avec 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, on rentre dans une cohérence cardiaque maximale.
c'est-à-dire c'est là qu'il va y avoir le plus grand balancement. Et c'est comme si on entraînait son système nerveux autonome, comme si on entraînait la résilience, comme si on s'entraînait à se recentrer. Donc voilà très brièvement ce qu'est la cohérence cardiaque respiratoire, qui est le premier pas, parce qu'il y a d'autres façons de le faire aussi, mais c'est le plus simple et en général, je commence toujours par la respiration. D'accord. Voilà. Et dans quelle mesure vous proposez cette pratique de la cohérence cardiaque à vos patients? C'est pour Alors, quelle indication? Pour je quelle... veux dire, C'est si en un patient vient me association voir, à un traitement classique? ah oui, oui, tout à fait. Je veux dire, vous avez mentionné, c'est un outil. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je n'ai pas grand-chose à dire d'autre. Vous avez prononcé tous les mots-clés. Et ça, c'est extraordinaire parce que les mots-clés y étaient. Il y a le mot-clé outil. La cohérence cardiaque, et vous avez dit, ce n'est pas une méthode. Donc, la cohérence cardiaque est un outil. Je n'encourage personne à être cohérence cardiologue parce qu'ils vont s'ennuyer à mourir au bout d'un certain temps, parce qu'ils vont faire tout la même chose. Et ce n'est pas forcément intéressant. Mais donc, c'est un petit outil qui a des effets extrêmement importants. Donc, moi, je pars du principe qu'en tant que médecin généraliste et spécialiste, si quelqu'un vient me voir qui a un déséquilibre dans sa santé, je veux dire, si on va voir son banquier pour demander un prêt, c'est qu'il y a un déséquilibre des finances. C'est la même chose. Donc, mon objectif, c'est avec mes traitements, en général, les traitements pharmacologiques, on va chercher à réduire le côté le plus fort. Le banquier va vous dire réduisez vos dépenses, et c'est ce qu'on fait avec les anti-hypertenseurs, les anti-ulcéreux, les anti-inflammatoires, les antibiotiques. On va écraser le côté qui est le plus fort pour essayer de rétablir l'équilibre. Et les médecines alternatives ou les médecines complémentaires. Je n'aime pas parler de médecine parallèle parce que les parallèles ne se rejoignent pas en géométrie. Donc, ces médecines-là, en général, elles stimulent le côté le plus faible. C'est pour ça que c'est bien de faire les deux. On réduit le côté le plus fort et on stimule le côté le plus faible. C'est ce que fait l'homéopathie, ce que fait l'acupuncture, ce que font les thérapies manuelles. Toutes les pratiques de posture stimulent le parasympathique. Et donc, on fait les deux. Donc, pour moi, je pars du principe que quelqu'un vient me voir, sauf si c'est pour un certificat médical pour le judo, si quelqu'un vient me voir, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part au niveau physique, la physiologie, mais aussi au niveau émotionnel et psychologique. Il faut savoir que les émotions sont véhiculées dans le système. Toutes les émotions sont soit à polarité sympathique, la colère, la peur, la joie, et je ne parle pas du côté agréable désagréable, c'est de l'énergie vers l'extérieur, on saute de joie, et il y a des émotions parasympathiques. Donc toutes les émotions font partie du même système. Donc s'il y a un déséquilibre, je pars du principe qu'il y a un déséquilibre, et je vais mettre au service de cette personne-là ma connaissance à la fois des anti et l'utilisation de quelque chose qui va renforcer ce balancement qui est totalement décalé côté sympathique en général. Donc pour moi, tout le monde devrait en bénéficier. Il faut savoir que l'amplitude de la variété cardiaque que l'on mesure avec nos logiciels, c'est ce balancement, est corrélé à l'espérance de vie. C'est-à-dire, plus vous avez un cœur irrégulier, en fait, plus il oscille entre sympathique et parasympathique, plus vous vivrez vieux. Et donc, c'est vraiment corrélé à la santé. Donc, j'ai mis 10 ans avant de découvrir la cohérence cardiaque quand je me suis installé, même un peu plus. Donc, toutes les dernières années, j'ai mis tous mes patients à la cohérence cardiaque au moins une fois, expliquer ce que c'était. La moitié à peu près ont continué. Je suis à la retraite depuis 13 ans et quand je vais dans le sud de la France où j'habitais, je sais qu'à peu près la moitié continue à pratiquer. Et donc, je l'ai proposé à tout le monde. Et j'ai formé 3500 professionnels de la santé à ce jour à la pratique de la cohérence cardiaque professionnelle. Et l'objectif, c'est de proposer cet outil, qui est un outil gratuit, qui ne demande aucun matériel. Je n'ai jamais demandé à un patient d'acheter un quelconque matériel, si ce n'est des guides, des applications quasi gratuites sur les téléphones, une montre, ils ont déjà, etc. C'est gratuit, ça ne demande aucun matériel, on peut le faire n'importe où. Il faut 10 jours pour l'apprendre et se passer totalement d'une montre à autre chose. Donc, c'est un outil fabuleux qui a montré, et c'est publié, des effets biologiques mesurables. Le niveau de cortisol, l'hormone de stress, la pression artérielle. On a une étude clinique en cours actuellement à Paris
dans le domaine de l'hypertension artérielle. On a mis très longtemps aussi à convaincre des médecins, cardiologues, de tester au moins, puisque tous les praticiens s'aperçoivent que ça a des effets sur les chiffres tensionnels, et c'est logique, mais il faut bien le prouver, et c'est en cours. Et ainsi de suite, on est en train, a posteriori maintenant, de valider par des mesures de ce qui est mesurable, et la pression artérielle c'est mesurable, le cortisol c'est mesurable, la DHEA c'est mesurable, l'espérance de vie c'est posthume, donc on ne peut pas tellement le mesurer, mais donc on est en train de mettre des chiffres là-dessus. Et pour moi, cette dernière année, les 18 derniers mois, il y a quelque chose de fabuleux dans le domaine de l'enfance, et on va en parler probablement plus tard. Nous sommes en train de mettre des mesures reconnues par le monde de l'éducation sur la cohérence cardiaque chez l'enfant, la pratique chez l'enfant. Et je crois que c'est véritablement l'avenir de commencer à enseigner aux tout petits enfants, puisqu'on peut commencer en maternelle, d'enseigner cette pratique de santé. Je suis persuadé que c'est quelque chose qui a toujours existé, parce qu'on retrouve dans le yoga, on retrouve dans la méditation, on retrouve dans la pleine conscience, dans les textes anciens, on retrouve l'utilisation de la respiration. C'est le seul moyen qu'on a d'aller modifier le système nerveux autonome à la volonté. Donc, je crois qu'on est tout simplement en train de redécouvrir des choses qui ont toujours existé, et on a besoin de validation, et on est en train de les valider aujourd'hui. Donc, moi, je mettrais tout le monde à la cohérence cardiaque. C'est simple. J'ai écrit un livre, il n'est pas gros, il est 3, 6, 5. Et là, j'explique tout. Je crois que j'ai 3 livres de physiologie, ils font 2000 pages en tout. Je veux dire, tout est basé là-dessus, mais on n'a pas besoin des connaissances physiologiques pour pratiquer. Et donc, je mettrais vraiment, je pense que c'est un outil que tout le monde peut avoir dans sa trousse à outils. Pour moi, le premier cours que je donne à mes professionnels de la santé, je dis toujours, la cohérence cardiaque, c'est un outil, parce que certaines personnes voudraient être coach en cohérence cardiaque. Et je dis, coach en cohérence cardiaque, ce serait comme si vous étiez ouvrier du bâtiment, mais vous faites que des choses qui se travaillent avec le tournevis. Moi, je suis spécialiste du tournevis, je ne fais rien d'autre. Vous savez, et c'est ça, le cohérence cardiaque, c'est le tournevis de la trousse à outils. C'est simple, mais c'est difficile de bricoler si on n'a pas de tournevis. Et c'est difficile de vivre si on n'a pas un moyen d'équilibrer ce système. Donc, c'est véritablement universel. Et ce qui me ravit, ça fait 15 ans que je fais ça à temps plein maintenant, parler de cohérence cardiaque, écrire, conférences, ateliers, parfois j'arrive un peu à surcharge là-dessus aussi. Vous avez besoin de respirer, justement? Oui, heureusement que ça fait partie de mon rituel de vie, ça fait partie de moi depuis plus de 15 ans, là, 20 ans maintenant. Mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en place facilement et qui va durer longtemps dès qu'on l'a ritualisé. Donc voilà, c'est ça le reste à tout le monde. Il n'y a pas de contre-indication? Zéro contre-indication. C'est impossible d'avoir une contre-indication. Quand on est enceinte, quand... non. Non. J'allais y venir parce que c'est la première chose qu'on me pose comme question par rapport aux contre-indications. Est-ce que la femme enceinte peut pratiquer? Oui. Il est impossible d'avoir une contre-indication puisque la cohérence cardiaque nous met dans l'état de santé optimale, c'est-à-dire au centre de cette balance sympathique-parasympathique. Qui n'est pas naturelle. Qui n'est pas naturel, puisque de nous-mêmes, on n'arrive pas, si on ne prend pas compte. C'est l'environnement qui a changé. Ah, c'est l'environnement qui a changé. C'est l'environnement qui a changé par rapport à notre programmation. Avant, il y avait des cycles circadiens donc, sur la journée. Donc, il y avait le côté journée qui était plus sympathique, action, tout ça, le côté nuit qui était plus repos. Le jour, cortisol, nuit, DHEA. Le problème, c'est qu'on a raccourci nos nuits, on a mis l'éclairage artificiel qui stimule le sympathique. On a raccourci les nuits, on regarde des écrans tard le soir, on était en multitâche. Donc, on se décope. C'est l'environnement qui a changé et c'est notre adaptation. Donc, 400 millions d'années, je pense que ça ira mieux de ce côté-là. Mais en attendant, nous fonctionnons avec un mode dinosaurien, de reptilien de base, avec un cerveau reptilien. C'est l'adaptation réflexe à l'environnement et nous continuons à fonctionner avec celui-là. Après, le cerveau limbique est arrivé bien longtemps après, avec les émotions. Le cortex est arrivé, mais à la base, mon adaptation réflexe à l'environnement n'a pas changé. Et le problème est là, il faut déjà le reconnaître et on peut faire quelque chose. D'abord, augmenter le repos, augmenter la relaxation, le mouvement musculaire. Nous ne bougeons plus
et c'est la chose qui augmente le plus cette amplitude de variété cardiaque, marqueur de santé depuis les années 90. Ce qui augmente le plus ce marqueur de santé, c'est pas la cohérence cardiaque, c'est l'activité physique, c'est de bouger. Et dès qu'on fait bouger quelqu'un, on augmente le marqueur de santé. Donc, là, nous devrions être en équilibre, avec une grande oscillation entre sympathique et parasympathique, et nous avons une petite oscillation totalement décalée dans le côté dépenses. Nous vivons à crédit, notre santé est, nous vivons à crédit. Et voilà, il faut payer le jour. Et cette histoire d'amplitude, c'est ce qu'on retrouve sur les apps, par exemple, où on dit oh, vous avez atteint 80%, vous êtes maximum de votre amplitude. Est-ce que à partir du moment où on a atteint ce palier de cohérence cardiaque, d'applications qui donnent ça. Comment? Il y a assez peu d'applications qui donnent ça. Pour qu'une application donne ça, il faut qu'il y ait un capteur de pouls. Oui, mais c'est ce que. Oui, ben il y a le Heart Rate Plus en particulier, qui est une application qui utilise la caméra qui fonctionne. Oui, c'est ce que donne ça. Oui, mais alors, est-ce qu'il faut atteindre les 80% et après on s'arrête? Si j'atteins les 80% 3 fois par jour, je touche au bénéfice de la cohérence cardiaque, de cet état de cohérence cardiaque, ou est-ce que non, il faut aller au bout des 5 minutes? Parce qu'avec la pratique, on se rend compte que j'arrive à mes 80% beaucoup plus rapidement. Mais bien sûr. Alors, j'ai toujours voulu avoir un message simple, universel et général. Je préfère que tout le monde fasse la même chose, mais que tout le monde le fasse. Après, bien sûr, on affine. C'est pour ça que je forme des professionnels de la santé. Il y a un message sur 365, mais au bout de 3 semaines, 1 mois, on peut faire autre chose. Je vous ai dit que chaque fois qu'on inspire, on stimule le sympathique, chaque fois qu'on souffle, on stimule. Et si je veux avoir une activité de cohérence cardiaque relaxante, je vais augmenter l'expiration. Donc, on va faire 4 secondes d'inspire, 6 secondes d'expiration. Si, au contraire, le matin, je veux me réveiller un peu plus, je vais augmenter l'inspire et réduire l'expiration. Mais ça, c'est, je veux dire, on le fait après. On a un message simple au début, puis après, on peut jouer. Et les 5 minutes, 3 minutes, ça marche. D'ailleurs, dans mon premier livre, qui a plus de 10 ans aujourd'hui, dans Maigrir par la cohérence cardiaque numéro 1, je proposais 3 minutes. Et avec le recul et le retour, ce n'était pas toujours suffisant pour avoir des résultats. Pour atteindre cette amplitude. Pour atteindre ce niveau de cohérence optimale. Alors, je préfère dire faites 5 minutes pour que les gens en fassent 3. Je préfère dire faites 3 séances par jour en sachant qu'ils vont en faire que 2. Le problème, si je leur demande d'en faire 4, ben, on perd 50% des gens. Et donc, c'est toujours un compromis entre facile et résultat. La seule chose qu'on ne peut pas changer, c'est le 6 par minute. Donc, si on veut faire de la cohérence cardiaque respiratoire, je veux dire, si on fait 5 par minute, ça marche aussi moins bien. Si on fait 7 par minute, ça marche aussi moins bien. C'est une balançoire. Mais oui, vous ne pouvez pas décider, ben tiens, il y a une balançoire, je ne peux pas faire ça, elle n'ira pas plus vite. Il n'y a que les mouvements au moment où elle revient. Et notre système nerveux autonome revient toutes les 10 secondes. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de faire plus vite ou plus lentement. Ça marchera de temps en temps. Ben, il y a forcément une poussée qui marchera. Et c'est exactement la même chose. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place, oui, je dis rituel, un rituel de vie, une routine. Et c'est pour ça que chez les enfants, j'appelle ça des respiroutines, des routines respiratoires. Que ça fasse partie de la vie, tout simplement. Déjà une pratique régulière, mais on a de moins en moins besoin d'une pratique régulière. Parce qu'après quelques mois de pratique, on va faire des micro-sessions. On va faire, par exemple, tiens, je suis dans le métro, bah, attends, qu'est-ce que je peux faire 2 minutes cohérence cardiaque. Arrêter un feu rouge, je peux faire 1 minute. Et donc, j'appelle ça un capital cohérence cardiaque, c'est-à-dire on peut accumuler des points, comme des miles avec nos cartes, on peut accumuler des points qui entrent dans notre capital quotidien de cohérence cardiaque. Bien sûr, on ne comptabilise pas. Et donc, au bout d'un moment, c'est bien de garder certaines sessions où on va vraiment prendre, ça relève presque plus de la méditation, mais prendre des moments où on est vraiment en observation, calme, non jugemental des pensées et de ce flux respiratoire. Et dans la journée, c'est faire un peu des micro-sessions. Mais si je dis de faire des micro-sessions, tout le monde va le faire et il ne va plus faire les pratiques de base. Donc, j'ai un message général en sachant que c'est beaucoup plus flexible que ça. Revenons-en aux contre-indications. Vous disiez qu'il n'y avait pas de contre-indications. Pas possible.
moi, j'ai deux exemples à vous soumettre. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Mon exemple personnel, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre à la cohérence cardiaque parce que très vite, je me sentais nauséeuse. Alors, ce n'est pas une Alors, vraiment, contre-indication. Alors, c'est possible. Alors, il y a une différence entre contre-indication et effet secondaire indésirable. alors Je allez-y. n'ai jamais Commençons. dit, Allez-y. je n'ai Allez-y. jamais écrit une idée qu'il n'y a pas d'effet indésirable possible. D'accord. Mais la solution est simple pour tous les effets indésirables. Le premier, j'ai la tête qui tourne, c'est le numéro un. Ben, le résultat, la solution, dès que c'est inconfortable, quelle que soit la raison de l'inconfort, arrêtez. D'accord. Si c'est inconfortable, vous arrêtez. Vous reprenez 4 heures après la prochaine séance. Je n'ai jamais vu un inconfort persister plus de 2 semaines. Si nous n'avons pas l'habitude de prendre le contrôle du système nerveux autonome, et ils n'aiment pas prêter la main, ils n'aiment pas rendre la main sur le contrôle. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'arrêter de respirer longtemps, parce qu'ils ne supportent pas. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à maigrir sur le long terme. Parce que la prise de contrôle, la gestion du poids fait partie du système nerveux autonome et pas du cortex, et le corps n'aime pas. Et donc, il va y avoir un échappement à un moment. Donc, si c'est inconfortable, on arrête. Alors, état nauséeux, c'est tout à fait possible parce qu'on surstimule le système parasympathique. Le système parasympathique, c'est la digestion. Et donc, il y a des gens qui salivent. Il y a des gens qui ont des bruits, qui ont des mouvements qui commencent à se faire. Et ça, on l'entend quand on fait de la relaxation, quand on fait de la méditation et quand on fait de la cohérence cardiaque. Combien de fois les patients, oh, excusez-moi docteur, les bruits, ben, c'est génial. Moi, voilà, ça montre qu'on est en train à 4 heures de l'après-midi à stimuler le tube digestif, ben, tout simplement parce qu'on rétablit ça. Donc, la seule solution, on arrête quelle que soit la raison et on reprend. Si c'est au bout de 30 secondes, tant pis. Si c'est au bout d'une minute, tant pis. Et au bout d'un certain temps, on met la progressivité dans la durée. Et quel est Voilà. le sens de ces malaises? Quel est Ce le sens, sens de… ouais, c'est une perception d'un inconfort, d'un état de sur… On a surstimulé de l'autre côté. C'est-à-dire, il y a un balancement, on est totalement sympathique, et très souvent, on a surstimulé de l'autre côté. Et ça peut donner des vertiges, parce qu'il y a souvent une petite réorganisation au niveau de la vasodilatation périphérique. Le parasympathique, c'est vasodilatateur, le sympathique, c'est vasoconstricteur. C'est pour ça que les hypertensions artérielles à 90% sont issues d'un tonus sympathique dominant. Et tous les médicaments pour l'hypertension artérielle sont des réducteurs du sympathique. Et donc, parfois, il y a des gens, il y a les doigts qui fourmillent, d'autres personnes ont une impression d'avoir des fourmillements. C'est tout simplement une vasodilatation qui est perçue comme quelque chose de nouveau. Et on s'habitue très bien. Et 2 semaines, c'est fini, quoi, quelle que soit la raison. Ce n'est pas des contre-indications. Mais ça, c'est une confusion. Il n'y a pas une interdiction. Ah non, je suis la femme enceinte, surtout pas, vous risquez gros. Non. Il est possible que la femme enceinte, ça peut déclencher en fin de grossesse, des petites contractions. Par exemple, le système parasympathique, c'est tous les viscères, hein, donc c'est la digestion, l'utérus. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a les cours d'accouchement sans douleur? Vous faites quoi? C'est des expirations profondes. Parasympathique, parasympathique. On fait contracter l'utérus. Là, c'est le parasympathique. C'est un viscère, un muscle lisse. Tout est explicable par trop de sympathique ou trop de parasympathique. Et quand quelqu'un qui est un peu déséquilibré, eh bien, le fait de retourner dans l'autre sens, c'est nouveau. Ben, chez quelqu'un qui est tout le temps et qui gagne autour, ben, il est très inconfortable pendant un moment. Et je veux dire, parce qu'il ne sait pas quoi faire de tout cet argent. Ben, c'est un peu la même chose. Voilà. Il n'y a pas de contre-indication. D'accord. En parlant d'image, est-ce que vous connaissez l'image de Michel Odoul qui présente l'être humain comme une calèche sur le chemin de la vie? Oui, oui, oui. Vous la connaissez? Oui, tout à fait. Je vous la remontre. Oui. Alors, Et… nous l'avons utilisé dans une de nos formations sur le sommeil. Ah, alors qu'est-ce que vous en avez dit? Ben oui. Alors, je ne me rappelle plus parce que ça fait 3-4 ans. Ah, d'accord. Oui, je connais l'image. On a fait une formation avec ça, avec Mireille Barrault, qui est sophrologue, parce qu'elle est en train, elle n'est toujours pas sortie de cette formation sur la prévention du burn-out et gestion du stress. Et donc, effectivement, alors il faut que je revoie. Alors,
ma réflexion par rapport à la cohérence cardiaque, si vous vous souvenez des différents éléments de Michel Odoul, il dit que la calèche, c'est le corps, qu'on a l'être intérieur, le non-conscient, le cocher, le conscient, et les chevaux qui représentent les émotions avec un cheval yin et un cheval yang, selon Michel Odoul. Et la réflexion que je m'étais faite, moi, c'était avec la cohérence cardiaque, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas un cheval sympathique et l'autre mais bien sûr, parasympathique? c'est le yin et le yang. Hein. Voilà, Mais tout à fait. Le yin, c'est parasympathique, le yang, c'est sympathique. Non, mais ça, c'est. Il y a qu'à regarder le sympathique, tous les effets du système sympathique, vasoconstriction, dilatation pupillaire, accélération de fréquence cardiaque, ralentissement des digestions, c'est yang. Regardez tous ces jours et le yin, la nuit, et puis c'est vasodilatation, c'est constriction pupillaire, c'est stimulation de la digestion, c'est le yin et le yang. On n'a rien inventé. Donc, mais oui, tout à fait. Donc, la cohérence cardiaque, elle nous permet d'amener les chevaux dans la même direction, en cohérence l'un avec l'autre pour faire avancer la calèche. Alors, tout à fait. Et en fait, il faut que les chevaux soient cohérents et fonctionnent en même temps. Et c'est la santé, on appelle l'homéostasie, c'est un équilibre entre ces deux chevaux. L'équilibre dans le mouvement. Ouais. Absolument, tout à fait. D'accord. Sa réponse est oui. Ouais. Vous avez répondu à plein de questions au fur et à mesure. Donc, pour finir sur les contre-indications, il n'y a aucun état, aucune pathologie, aucun problème Alors, qui contraint. Il y a un état pour lequel ça va marcher moins bien. Mm-hmm. Ce n'est pas une contre-indication. C'est les personnes qui ont un pacemaker. D'accord. Et les pacemakers première génération qui n'existent plus, c'est pour ça qu'on n'en parle même plus, parce que il n'y a plus la synchronisation du cœur-respiration, c'est une machine qui donne le rythme cardiaque. Mais ce n'est pas une contre-indication, c'est quelqu'un qui a un pacemaker, respire 6 fois par minute, et alors? Ouais, d'accord. Je veux dire, ce n'est pas une contre-indication. On n'aura pas les mêmes effets. Il y a des indications où ça marche moins bien, et en particulier certains médicaments. Il y a certains médicaments qui sont tellement anti qu'on ne peut même plus stimuler le système qu'ils réduisent. Et donc, je ne vais pas les citer parce que sinon vos spectateurs ou auditeurs vont dire « Ah, je prends ça, il ne faut pas que je fasse un courant cardiaque ». Ce n'est pas une contre-indication. Donc, je ne citerai pas ces médicaments. La plupart sont indiqués dans toutes ces pathologies liées au stress, hypertension artérielle, troubles du sommeil, troubles digestifs, colopathie fonctionnelle. Tout ce qui est fonctionnel, c'est le système nerveux autonome. Et donc, tous ces médicaments-là sont tellement écraseurs du système sympathique que on a du mal à le réveiller aussi. Et mon objectif, surtout, n'arrêtez pas votre traitement, quel qu'il soit. Installez la cohérence cardiaque, vous dites rien à votre médecin, allez faire prendre votre tension de temps en temps si vous êtes hypertendu. Au bout d'un moment, le médecin vous dit « Ah, en ce moment, ça va mieux », vous dites toujours rien, continuez à pratiquer. Là, on va pouvoir réduire vos traitements. D'accord. Et comment on réduit le traitement? Ça marche encore mieux. Vous dites toujours rien, au bout d'un moment, le médecin dit « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Là, vous pouvez le dire. Parce que si vous le dites au début, je connais la réponse, ça ne peut pas faire de mal, allez-y. Donc, laissez la surprise. Et dans l'hypertension artérielle, et je ne dis pas que c'est un traitement, c'est un complément de santé. Je ne fais aucune allégation thérapeutique. La cohérence cardiaque n'est pas un traitement. C'est une méthode de recentrage. Et dans le domaine de l'hypertension artérielle, c'est faites cette petite blague à votre médecin et tout ça. Donc, mettez-vous la cohérence cardiaque et laissez-lui prendre attention. On va voir. Vous êtes rompu à la question des interviews sur le sujet de la cohérence cardiaque. Quelle question vous n'aimez pas je les aime toutes. J'aime toutes. Alors, vous n'avez pas une question qui revient souvent, qui vous met mal à l'aise en disant « Ah non, non. encore celle-là, non ?» Non, du tout. Je crois que je les ai toutes entendues. Parce que radio-télévision, il y en a pas mal. Tout d'abord, toutes les réponses sont logiques. Donc, je n'ai pas besoin de me rappeler des réponses d'avant. Parce que même si on m'a déjà posé la question, tout est de la physiologie. Et la physiologie est assez simple. Et je suis un militant de la physiologie simplifiée. La physiologie, c'est quand même simple. La maladie, c'est trop d'un côté, pas assez de l'autre. La santé, c'est la balance budgétaire. Et donc, il suffit que je réfléchisse à nouveau et j'ai la réponse. Non,
Mais essayez, hein. Je veux dire, ah si, c'est pas une question. Alors, j'ai donné un cours il y a quelques années à la faculté de médecine. J'habite à Montréal, je suis à Montréal, là, à la faculté de médecine McGill, qui est la plus grande faculté de médecine au Canada, dans le cours de médecine intégrative, à des étudiants de dernière année de médecine. Et l'enseignant avait entendu parler de cohérence cardiaque, mais il a dit, bah, venez parler, mais il y a je ne sais pas combien de centaines d'étudiants, le grand amphi. Et c'est la première fois que je faisais ça. Au tableau, j'ai partagé mon tableau en deux, sympathique d'un côté, parasympathique de l'autre, pas besoin de leur expliquer. Et j'ai dit, la maladie, c'est toujours un déséquilibre du système nerveux autonome. Et je vais dire à tous ces étudiants, citez-moi la maladie que vous voulez, et je vous montrerai que c'est trop d'un ou pas assez, et pas assez de l'autre, etc. Et ils m'ont donné des noms que je n'avais jamais entendus. Il y a longtemps que j'ai quitté la fac, hein, il y a 42 ans. Et donc des noms que je n'avais jamais entendus, parce qu'on a inventé des maladies depuis. Et il n'y a aucune qui était en équilibre. Et le patron, le prof, après, il a pris un risque là. Et s'ils avaient trouvé une maladie où il n'y avait pas de déséquilibre, allez-y, trouvez-en une. Il n'y en a pas. Donc c'était la question qui aurait pu être gênante, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contre-indication. Il n'est pas possible d'être trop bien, d'être trop en santé. Voilà. D'accord. Non, il n'y a aucune question. Alors, il y en a, je n'ai pas de réponse. Dans certains domaines, je n'ai pas de réponse, soit parce qu'on n'a pas encore trouvé la solution par la cohérence cardiaque, mais la cohérence cardiaque, ça ne résout pas tous les problèmes, ça ne résout pas toutes les maladies, ça ne va pas guérir du cancer. Par contre, on peut faire ce qu'on fait le plus souvent dans les traitements palliatifs, on va améliorer les effets secondaires des traitements. Mais il y a des choses que je ne sais pas encore, mais je pense qu'on trouvera une chose. Dans la douleur, c'est assez complexe, la douleur. La cohérence cardiaque marche très bien dans la douleur. Elle marche mieux dans les douleurs inflammatoires que dans les douleurs... Elle marche mieux, pardon, dans les douleurs neurologiques que dans les douleurs inflammatoires. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je pense qu'on saura un jour. Voilà. Mais elle ne me gêne pas la question. Je ne suis jamais gêné de dire je ne sais pas. Et ça, c'est une sécurité qu'on se donne. Je ne sais pas. Et c'est une grande qualité aussi. C'est de plus en plus rare. Oui, c'est sûr. Alors, on va aller regarder du côté des enfants. Ouais. Vous nous avez expliqué que l'état de cohérence cardiaque, cet apprentissage de respiration consciente, c'était une hygiène de vie, c'était un tournevis dans la boîte à outils pour chacun et que par conséquent, il était fondamental de commencer dès le plus jeune âge. Alors, vous venez de sortir un livre sur le sujet, Cohérence Kit, qui présente donc ces différentes respiroutines sous forme hyper ludique de petits jeux. Mais, bravo, déjà bravo. Nous, à Grandir Autrement, on n'est pas des grands fans des boîtes à outils pour avoir des enfants plus calmes, plus posés, plus. Mais là, vous avez présenté les choses comme étant leur rendre leur super pouvoir, leur faire prendre conscience de leur super pouvoir. Et je voulais vous dire que, voilà, au niveau choix de vocabulaire et de la manière dont vous avez amené les choses, c'était assez formidable. C'était vraiment chouette. Alors, merci. Chez l'enfant, tout est parti déjà d'une expérience. L'expérience dans les écoles, ça remonte à une quinzaine d'années, en Hollande. Je participais à un enseignement de cohérence cardiaque avec un psychologue hollandais qui s'appelle Kees Blaze, près d'Amsterdam. Il était psychologue pour les écoles. Il s'occupait. Et lui, il avait appris la cohérence cardiaque, pas avec moi, et par ailleurs, et il a commencé à mettre des exercices de cohérence cardiaque dans plusieurs classes dont il avait la charge. Avec des résultats non publiés parce que nous ne sommes pas des universitaires, mais ça a tellement bien marché que ça s'est développé et c'est devenu un programme régional. Et ça m'a intéressé de voir, c'est plus de 15 ans, on avait fait des vidéos à l'époque, et j'ai toujours eu cette idée d'utiliser la cohérence cardiaque chez les enfants. Mais je me suis heurté depuis jusqu'à il y a 2 ans à non, on n'a aucune étude publiée, bien sûr. Donc il faut qu'on ait des études avant de le mettre en place. Je dis, mais il faut bien qu'il y ait une école qui commence à faire les études pour que les autres puissent en servir. Et on tourne en rond depuis des années. Et ce sont des petites expériences individuelles d'enseignants qui, pour beaucoup, sont ouverts au yoga, à la méditation, à des pratiques qui ne peuvent pas les faire en tant que telles dans les classes.
mais qui ont mis en place des techniques respiratoires et qui m'ont petit à petit fait part de leurs expériences. Et le tournant, ça a été l'année dernière, hein, donc 2017, donc il y a 1 an et demi, lorsque nous préparions le premier congrès mondial de la cohérence cardiaque qui s'est tenu à Marseille en avril 2018, ça va faire 1 an. Et je commençais à chercher des personnes, des conférenciers. Et donc, j'ai retrouvé tous ces enseignants pour leur dire, ben, venez présenter vos travaux. Alors, à la faculté de médecine, en séance plénière, il y a 500 personnes, et tout est parti de là. C'est-à-dire, on a commencé à parler, chacun pensait qu'il était tout seul, parce que la méditation est souvent assimilée à la cohérence cardiaque est souvent assimilée à de la méditation. Il faut qu'on fasse attention dans les écoles publiques, par rapport à la laïcité, par rapport aux croyances, par rapport à ne choquer personne. Méditation a encore une certaine aura ésotérique, voire religieuse, voire bouddhiste, et ça fait peur, donc on fait comme ça. Et donc, on a eu ce retour, et l'été 2017, j'ai des enseignants qui m'ont contacté, des universitaires, à Poitiers et à La Réunion, la même semaine. Je pense qu'ils se connaissaient, ils ne se connaissent pas, ils ne se connaissaient pas à l'époque, dire, voilà, on aimerait bien au niveau universitaire, aux SP, les écoles supérieures d'enseignement et du professorat et d'éducation, qui sont les anciennes écoles normales. On a envie de faire, tout le monde parle de cohérence cardiaque, on a de plus en plus d'enseignants qui en parlent, qui en font. On aimerait bien, avant de l'officialiser, tester. Et donc, l'année dernière, l'année qui a fini à l'automne 2018, on avait 1500 enfants qui ont été le même protocole. Tout le monde faisait exactement la même chose pour que ce soit reproductible et qu'on puisse publier. Et à La Réunion et à Poitiers, Vienne Sud. 1500 enfants, j'ai formé tous les enseignants dans les 2 académies. Et cette année, ça a tellement bien marché qu'on a voulu élargir le protocole à d'autres exercices aussi. Et cette année, c'est 2500 à peu près qui sont inclus, y compris une école ici au Québec de 800 enfants. Et les résultats sont, on n'a aucun parent sur tous ces enfants. 0 parent, on a dû avoir leur accord. On n'a eu aucun refus. Et maintenant, ce sont les parents qui en parlent le plus, les enseignants qui ont pratiqué, et c'était contre des classes témoins. Donc, il y a des classes où on faisait autre chose et des classes cohérence cardiaque. On a eu un problème avec les classes témoins parce qu'ils ont voulu être formés aussi après. Oui, et donc il a fallu que je retourne à La Réunion, et j'y vais en avril, et il a fallu que je retourne à Poitiers, parce que nous, on n'a pas été formés. Et c'est en train d'exploser. Et au départ, oui. Quels sont les bénéfices spécifiques que les parents comme les enseignants ont relevés dans la cohérence cardiaque pour les enfants? Il y a quelques petits a priori. Tout d'abord, un enfant n'a aucune difficulté à se mettre en cohérence cardiaque. Aucune. La fréquence respiratoire importe peu. Cette fameuse fréquence de 10 secondes importe peu. D'ailleurs, ce n'est pas la même chez l'enfant, parce que comme toute pendule, ou toute oscillation, ça dépend de la longueur. Donc, ça paraît bizarre, mais ça dépend de la taille. Pas de l'âge, ça dépend de la taille. Donc, chez l'enfant, ce n'est pas 6 par minute, mais on s'en fiche, parce que quelle que soit la respiration à laquelle on le met, il oscille tout de suite. Il a une résilience, parce que tout ça change à la puberté avec l'arrivée de toute la lignée des stéroïdes. Donc, les stéroïdes sexuels modifient quand même l'équilibre. Donc, l'important, c'est le temps d'expi qui égale le temps d'inspi. Même pas. Si, non, c'est la durée qui importe peu. La durée totale ou la durée de expi à inspi? Non, la durée totale importe peu. Donc, c'est une respiration guidée et on en a fait une respiration synchrone. Et puisque ça importe peu chez l'enfant jusqu'à la puberté, ben autant que l'enseignant en profite. Donc, on l'a fait à la fréquence de l'enseignant. Donc, là aussi, on met tout le monde à 10 secondes. Et au début, en Hollande, c'était pour le stress des professeurs. Et le marqueur, c'était l'absentéisme. Donc, on a réduit l'absentéisme des professeurs en faisant respirer les enfants. Parce que les enseignants les guidaient. Et donc, on est parti de là. Et c'est vrai qu'il y a une école à Sherbrooke, je suis à Montréal, c'est à 100 km d'ici, il y a 7 ans, a mis en place, une enseignante, a mis en place un exercice simple, le calme papillon, dont j'avais parlé. C'est tout simplement faire un papillon. On raconte aux enfants, les papillons respirent avec les ailes, tout le monde le sait. C'est comme le Père Noël, tout le monde le sait.
Donc, les papillons respirent avec les ailes. Quand ils se posent sur une fleur, le papillon se pose sur une fleur, il va continuer à respirer avec les ailes. C'est des prématernelles, c'est 2-3 ans ça. Et donc, cette enseignante a mis ça en place il y a 6 ou 7 ans. Elle fait respirer 2-3 fois par jour tous les papillons des enfants dans la classe. Donc, ça devient un guide respiratoire. Ils respirent en même temps que les papillons. Et ça a commencé avec celui-là. C'est le premier respiroutine qui a existé, c'est le calme papillon. Et ils s'aperçoivent, les bénéfices, on les fait au retour en classe, en arrivant le matin, après la récréation du matin, après la pause méridienne, et quand il y a une récréation l'après-midi au retour. Donc à chaque arrivée en classe, on fait une dizaine de respirations, une quinzaine, c'est 2 minutes, 12 respirations, c'est 2 minutes, 2 minutes et demie, c'est pas à peine de faire 5 minutes. Et donc le retour au travail, le retour au calme beaucoup plus rapide, diminution de l'agitation, une diminution du niveau sonore, et puis après, à Poitiers, ça a été allé très loin dans les évaluations de géométrie et de compréhension de texte. Les scores ont été améliorés, surtout dans la géométrie spatiale, améliorés par rapport aux classes témoins, parce que c'était contre versus classe témoin pendant une année scolaire. Et surtout la capacité à revenir au calme, le retour au calme très rapide. Et amélioration du sommeil, diminution de l'agitation, et maintenant l'étape suivante sur laquelle nous commençons à travailler, c'est dans les pathologies de l'attention et de l'hyperactivité. Je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelques petits travaux qui ont été faits, y compris ici à Montréal, mais j'essaie de fédérer un peu tout ça pour avoir qu'on fasse tous la même chose, parce que sinon on ne peut pas publier ensemble des grandes cohortes de personnes si on ne fait pas tous le même protocole. Et ça met 1 à 2 ans pour faire un protocole qui soit accepté, au niveau, quand c'est médical, qui soit accepté par le comité d'éthique, et heureusement qu'il y a ça aussi. Et donc, chez les enfants, c'est vraiment cette capacité de résilience, de revenir tout de suite dans le travail et dans la présence. Et ce qui a été très intéressant à Poitiers, c'est qu'il y a eu un questionnaire ouvert. Comment voyez-vous l'avenir? Et c'est l'optimisme. Et ça, on ne s'y attendait pas du tout. Plus grand optimisme, des mots, on a fait des nuages de mots, optimisme beaucoup plus important dans le groupe qui pratiquait la course. Et tout est publié. Donc, au bout de combien de temps de pratique, vous parlez de routine, oui. donc vous inscrivez ça vraiment dans le temps et vous ritualisez la pratique. Au bout de combien de temps on peut constater les premiers effets de la cohérence cardiaque sur nos enfants? Alors, chez l'adulte, c'est 2 semaines. Chez l'enfant, alors ça n'a pas été évalué. Ça n'a pas été évalué, mais chez l'enfant, on a l'impression que c'est pareil, c'est 2-3 semaines de mise en place. Donc, c'est rapide, c'est très rapide. Et c'est vrai qu'on le met en place sur la longue durée, parce que vous arrêtez, si l'environnement est le même, ben on rebascule, notre corps va se défendre en mobilisant de l'énergie, donc en repassant en sympathie. Donc, oui, il n'y a aucun traitement de toute façon qui soit, à part l'amputation, hein, donc il n'y a aucun traitement qui soit sur le long terme. C'est vraiment c'est une pratique régulière. Et c'est vraiment, ça doit devenir, oui, une pratique régulière. Et c'est pour ça que j'appelle ça des... comme le brossage de dents à la maison, l'histoire du soir, finalement, ajouter cette routine de respiratoire permet de... Ouais. Mais le brossage des dents, c'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce que je me brosse les dents? Pour augmenter la durée de vie de mes dents. Donc, pourquoi est-ce que je fais la cohérence cardiaque? Ben, ça augmente aussi ma vraie durée de vie, dents comprises, quoi. Donc, c'est pas idiot non plus. Et il faut savoir qu'une séance de cohérence cardiaque isolée, là, maintenant j'en fais une, au niveau physiologique, je vais baisser mon cortisol. Et ça ne va pas durer plus de 3-4 heures. Donc, si je suis dans les mêmes conditions, dans 3-4 heures, je suis au niveau où j'en suis aujourd'hui. Je veux dire, vous n'allez pas réduire votre découvert bancaire. Tiens, tous les jeudis, je dépense rien. Donc, ça ne marche pas. Et donc, c'est vraiment une hygiène de vie. Et j'aime bien parce que c'est authentique. J'ai vu chez un dentiste, dans la salle d'attente, une affiche. Vous n'êtes pas obligé de vous brosser les dents tous les jours. Alors, soit chercher des clients, soit c'est une provocation. Mais il y a une petite phrase en dessous, seules les dents que vous désirez conserver. Et c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Je veux dire, quel est le but final? Le but final, c'est d'être en meilleure santé, physique, émotionnelle et psychologique. Et c'est une pratique régulière. Sans pratique régulière,
bien sûr, on fait des recentrages, mais d'avoir cette capacité, la cohérence cardiaque est le meilleur outil de résilience qui existe, je crois. Ouais. Voilà. D'accord. J'ai Et pas si eu la question piège encore. Hein. peut-être qu'il n'y en aura pas. Ah, dommage. J'essaye. Hein. Je sais. Si notre entretien avait dû porter sur une seule question, ça aurait été laquelle? Qu'est-ce que vous auriez eu envie de dire? Pourquoi, quel intérêt ai-je à pratiquer la cohérence cardiaque? Vivre plus longtemps en meilleure santé. Et quel est l'intérêt de pratiquer la cohérence cardiaque pour nos enfants? Pour nos enfants, vivre plus longtemps en bonne santé. Parfait. Non, mais je pense que c'est ça. Je veux dire, c'est actuellement, là, c'est la première fois, l'année dernière, aux États-Unis, c'est la première fois de toute l'histoire de l'évaluation de l'espérance de vie que l'espérance de vie a baissé. A baissé. Malgré toutes les progressions de vie a baissé, pour des causes environnementales et des causes d'addiction et des causes de pathologie liées au stress. La cohérence cardiaque est le meilleur outil anti-stress. Et c'est sans médicaments, c'est-à-dire c'est sans chimie. Je ne suis pas contre, hein. Je l'ai prescrit pendant 30 ans, hein. Ça fait 42 ans que je suis médecin. Et je ne suis pas contre, mais s'il y a quelque chose qui permet le petit plus qui va empêcher que je prenne un médicament, ben c'est quand même pas mal. Donc, donnons, et c'est pour ça que j'aime bien aussi, j'ai débuté le livre avec cette citation de Jonas Salk, qui est l'inventeur du vaccin anti-polio, puisqu'on appelait ça le vaccin Salt, comprenez, sur le sucre à l'époque. Donnons aux enfants des racines et des ailes. Et c'est vraiment, pour moi, c'est la phrase au début du livre, cette citation de Jonas Salk. Les racines, c'est l'enracinement, c'est parasympathique. Tout ce qui est l'enracinement, les ressources, la terre, vers le bas. Et quand on fait des mouvements, d'ailleurs les respirotines utilisent des mouvements vers le haut sympathiques, des mouvements vers le bas parasympathiques, des mouvements d'ouverture, d'éloignement sympathique, de repli sur soi parasympathique. Et c'est vrai que les racines, c'est le parasympathique, et les ailes, c'est le mouvement, c'est de pouvoir s'envoler. Et c'est exactement, donnons à nos enfants des racines et des ailes, donnons-leur un enracinement, donnons-leur des ressources et savoir exploiter les ressources qu'ils ont en eux afin qu'ils puissent s'envoler plus loin, plus loin, plus loin et plus fort. Donc ça, c'est la phrase qui a été la première qui est dans l'introduction du livre. Est-ce que vous avez identifié dans la trousse à outils de nos enfants d'autres outils encore que vous n'avez pas forcément? Oui, alors, on a le tournevis avec la cohérence cardiaque. Oui, c'est un couteau suisse. Hein, c'est un couteau suisse. Et chez l'enfant, étant donné que la respiration, il y a le mouvement, c'est plus facile de faire bouger un enfant. Et puis, il ne faut pas l'ennuyer toujours. Parce qu'au bout d'un moment, dans l'école de Sherbrooke, oh, pas encore les papillons. Donc, l'enseignante, elle a fait, on va faire l'aigle, donc ouvrir les bras, l'éléphant, etc. Donc, c'est là que vient la ménagerie qui est dans le livre. Donc, des respirotines, j'avais droit à 100 pages de respirotine. Il y a 100 pages d'explications, 100 pages de respirotine. Et donc, je pensais en mettre 50, parce qu'elles tiennent 2 pages, mais il y en a 2 qui font 3 pages. Donc, j'en ai 47. Donc, mais j'en ai. Donc, il y aura peut-être un Cohérence Guide 2, où il y aura peut-être qu'un guide, et probablement qu'un guide que de respirotine, puisque l'explication a déjà été donnée. Parce que chez l'enfant, on va montrer aussi qu'on peut augmenter l'expiration, le temps expiratoire pour s'endormir, pour se calmer, mais qu'on peut aussi, pour avoir de l'énergie, augmenter le temps respiratoire. Mais vous le faites déjà. Qu'est-ce qui se passe quand on est surpris? Surprise, sympathique. J'inspire, je bloque en inspiration, je me mets en mode sympathique, mon cœur accélère, etc. Qu'est-ce qu'on fait quand le danger est passé? On souffle, parasympathique, on se met en mode repos, relaxation. Donc, c'est bien d'enseigner aux enfants, d'exploiter cet outil extraordinaire qu'est la respiration, qu'on a toujours avec nous, comme assistant de santé, quoi. Et chez l'enfant, c'est formidable. Et puis, ces respirotines, j'en ai pris un peu partout. Il y en a un bon, peut-être 20% qui vient du yoga pour enfants. D'autres, c'est les enseignants. D'autres, moi, j'ai 6 petits-enfants. Chacun de mes petits-enfants a une respirotine à son nom.
Et Ah. donc, Flora de Fleur à Fleur, Flora qui est ma petite fille qui a 19 ans, une petite fille de 19 ans, oui. Il y a les chandelles de Gabriel, il y a le chocolat chaud de Charlotte, il y a l'Olivier, il y a Tom se réveille, et il en manque une. Oh, il ne va pas être content. Il va pas être content. Il en manque un. Il en manque un. Malo, la Ola de Malo. La Ola de Malo. Vous êtes Oui. sourd. Vous êtes sourd. En plus, c'est le numéro 2, donc il est grand, il a 10 ans et 11 ans. Donc, ils ont chacun leur respiroutine. Et donc, j'aurai probablement d'autres petits-enfants. Donc, il faut que Donc, j'ai... à la respiration, vous avez associé donc d'autres outils Mais comme oui, le le mouvement. yoga, comme le Alors, le mouvement, yoga, comme… le brain gym. Ceux qui travaillent les enfants, il y a une technique qui s'appelle brain gym, c'est 26 mouvements de monsieur et madame Denison, qui a une trentaine d'années, qui favorisent, c'est controversé, mais ça marche. Donc, qui favorise l'apprentissage. Et donc, il y a des mouvements de brain gym, le 8 couché, donc Ouais. le 8, l'infini. On inspire quand ça monte, et quand ça monte, c'est sympathique. Et c'est éloignement, donc on part loin du corps, c'est du sympathique, on éloigne. Donc, quand ça monte, c'est sympathique. Quand ça descend, on revient près du centre du corps, parasympathique. Ça descend, parasympathique. Tout, c'est fou ce que tout est logique. Et donc, j'ai associé toutes ces choses-là, yoga, respiration, mouvement, danse, brain gym, physiologie, pour en faire des respiroutines variées. Et il faut savoir aussi que le parasympathique est contagieux. C'est du rapprochement social. Le parasympathique, c'est social. Ouais. Le sympathique, c'est guerrier, c'est antisocial, quoi. C'est testostérone. Et le parasympathique, c'est progestérone. Donc, il y a même les hormones qui s'en mêlent. Et c'est assez intéressant. Le parasympathique est contagieux. La cohérence cardiaque est contagieuse. C'est-à-dire, on peut mettre un nourrisson en cohérence cardiaque. On pratique la cohérence cardiaque, les vétérinaires, pas tous encore, mais on a une professeure de l'école vétérinaire qui fait la cohérence cardiaque avec les animaux, et on les a enregistrés. On peut mettre un animal en cohérence cardiaque en étant proche en cohérence cardiaque. On peut mettre un nourrisson, un petit bébé en cohérence cardiaque, c'est la technique d'un pédiatre américain, et moi, j'ai rien inventé, c'est publié, ça s'appelle Harvey Karp, de tout simplement se mettre en cohérence cardiaque près d'un nourrisson. Ça va l'apaiser, et c'est vrai que le parasympathique, le bâillement, c'est parasympathique, une personne bâille dans une salle, tout le monde bâille. Le fou rire, c'est parasympathique, un fou rire, c'est contagieux, tout le monde rit. Et c'est vrai que le parasympathique est plutôt rapprocheur. Et donc, il y a beaucoup d'exercices chez les enfants qui vont favoriser cette respiration empathique, c'est-à-dire en plus, si on y met un désir de guérison, un désir de bienveillance, un désir d'être gentil. Donc, on fait sécréter une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est la plus forte des hormones parasympathiques. D'ailleurs, celle qui déclenche l'accouchement. Donc, ça, c'est encore du social. Et ces pratiques-là sont des pratiques de rapprochement, du plaisir de gentillesse. Après, on tombe dans de l'ésotérique. Voilà. Donc, ça renforce le lien parent-enfant aussi si on pratique Oui. la cohérence cardiaque. Le premier conseil que je vais donner pour les parents, s'il y en a un, ayez une petite séance de respiration, respire ensemble. Le soir, avant ou après l'histoire, tout simplement, vous asseyez et qu'importe la fréquence respiratoire, juste vous respirez ensemble. Vous pouvez prendre les mains, c'est des excellents guides respiratoires. Quand vous appuyez sur les mains doucement, ils soufflent. Quand vous relâchez les mains, ils inspirent. Ou tout simplement en regardant le ventre de votre personne et demander à l'enfant même de dire, écoute, c'est toi qui vas me guider aujourd'hui. Quand tu vas monter ta main, tu vas être le chef d'orchestre, tu vas monter la main, je vais y respirer, on va le faire ensemble. Faites ça 3 minutes tous les soirs et observez ce qui se passe dans votre relation. Lorsque vous allez oublier de le faire, l'enfant va vous le rappeler. Et c'est la première chose, je suis retourné à Poitiers il y a un mois à peu près, pour l'émission d'Antenne 2, de France 2, ça s'appelle l'Antenne 2. À l'écran, je dis Antenne 2, je me suis fait grand. Donc, de France 2, j'étais à Poitiers et les parents et les enseignants que nous avons vus, on a tourné pendant 2 jours, ça a duré 4 minutes. Donc, les parents ont dit, quand on oublie de le faire, c'est les enfants qui nous rappellent. Donc, c'est extra. Je vais tester avec mes 4 enfants et je vous dirai. J'en ai 5.
Vous avez réfléchi sur la cohérence cardiaque pour les adultes, vous avez réfléchi sur la cohérence cardiaque pour les enfants. Je suis désolée pour le son autour de moi, ils ont décidé de faire le jardinage dans le parc autour de moi. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, il y a eu une petite coupure là. Voilà. C'est bon. Je disais, vous avez réfléchi sur la cohérence cardiaque pour les adultes, vous avez réfléchi sur la cohérence cardiaque pour les enfants. Je me posais de la question de la spécificité de la jante féminine des femmes. Comme vous l'avez compris, c'est ma pratique d'accompagnement. Pourquoi je me pose la question? Parce que on a un jeu hormonal qui bouge beaucoup Oui. sur un cycle de 28 jours. Et par conséquent, je voulais savoir de quelle manière, est-ce qu'il y aurait des spécificités aussi liées à la cohérence cardiaque au féminin? Oui. Alors, toutes les hormones ont une polarité plutôt sympathique ou plutôt parasympathique, parce que l'hormone est un messager chimique. Une hormone est sécrétée par une glande, un neurotransmetteur est sécrété par un nerf, avec un organe cible à distance. Donc, c'est un message envoyé par la glande, par le cible, d'aller changer quelque chose à distance. Donc, c'est un messager chimique qui passe par le système nerveux autonome. Donc, le message demande une adaptation. L'adaptation est forcément système nerveux autonome. Et les hormones sont toutes une polarité, soit sympathique, soit parasympathique. Les oestrogènes font partie de la classe des stéroïdes, comme la testostérone, plutôt sympathique. La progestérone, plutôt protectrice, de protéger, c'est progestative, procréation. Et donc, chez les hommes, il n'y a pas l'équipe. Bien sûr, les hommes ont un peu d'oestrogène, un peu de progestérone, un peu de la DHA, mais c'est une polarité testostérone dominante. Donc, il n'y a pas cette fluctuation mensuelle entre les deux. Par contre, les hommes sont beaucoup plus sensibles au stress parce que la testostérone est très sympathique dominante et ils n'ont pas le contrebalancement parasympathique que les femmes ont avec la progestérone. Et d'ailleurs, ce qui explique pourquoi, il y a beaucoup moins, c'est en train de s'inverser, il y a beaucoup moins d'accidents cardiovasculaires chez les femmes jusqu'à la ménopause. Et à la ménopause où ces hormones sexuelles disparaissent, eh bien, elles retrouvent un profil neutre et avec les risques des accidents cardiovasculaires. Et donc, oui, les femmes, il y a une oscillation tous les mois entre œstrogène et progestérone. Et avec tous les problèmes au milieu du mois, on passe d'un climat sympathique à un climat progestatif. Et on a une explication aussi de tous les problèmes des règles douloureuses, des dysménorrhées, des cycles irréguliers, les accouchements prématurés. C'est tous des déficits en progestérone parasympathique. La plupart des pathologies, c'est trop de sympathique, pas assez de parasympathique. Et là, on a l'explication de tous ces troubles-là. Et qui sont majorés à la ménopause, parce que, d'un coup, la sécrétion ovarienne des deux hormones disparaît, ainsi que la DHEA, c'est la dihydroéthyandrostérone, qui est l'antagoniste du cortisol. Et c'est une hormone parasympathique, appelée hormone de jouvence. Appelée maladroitement hormone de jouvence, parce que ce n'est pas l'hormone de jouvence. Et donc, à la ménopause, il y a un basculement complet avec énormément de manifestations le corps va essayer de compenser en stimulant le parasympathique. Bouffée de chaleur, c'est une vasodilatation. On a déjà dit que la vasodilatation était parasympathique. Trouble du sommeil, et là, c'est le surdosage sympathique. On a tous ces troubles à la ménopause qui sont majorés. Ça dure 2 ans. Il faut à peu près 2 ans que le corps trouve un certain équilibre en sécrétant la DHEA par ailleurs. Et donc, dans toute cette période, dans tous les troubles, mais le problème, c'est que tout le monde devrait faire la cohérence cardiaque, il ne faut pas dire une certaine personne. Mais dans toute la période pré-ménopausique, alors là, je pense qu'il y a tout intérêt à mettre en place une pratique avec moi, je crois beaucoup aux pratiques avec un sens et une intention. Je fais la cohérence cardiaque avec l'intention d'avoir une ménopause tranquille. Je fais la cohérence cardiaque avec l'intention
de moins souffrir en fin de mois. Je fais la cohérence cardiaque avec cette intention-là. Et ça, c'est important. Mais tout le monde devrait en faire. Et on voit dans tous ces troubles de la période périménopausique, c'est effrayant. C'est assez intéressant d'avoir le retour des personnes qui ont déjà commencé à mettre en place, d'avoir beaucoup moins de bouffées de chaleur, d'avoir beaucoup moins de troubles du sommeil et d'avoir tous ces problèmes-là et les troubles digestifs qui vont avec. Donc, chez les femmes, on a un équilibre qui est beaucoup plus fluctuant, mais l'amplitude de la variété des femmes est supérieure à celle des hommes à âge égal, avant la ménopause. À âge égal, les femmes ont une plus grande protection par rapport au stress que les hommes, parce qu'elles sont déjà plus en équilibre, au moins en équilibre tous les mois, que les hommes ne sont pas tellement. Et donc, il y a une certaine inégalité des sexes au niveau physiologique, mais oui, Zoom arrête. Ouais. On reprend. Vous me dites, il y a une certaine inégalité entre… Oui, il y a une inégalité physiologique. Ouais. Mais ça, on n'y peut rien. Les hommes sont programmés pour être des combattants et donc ils n'ont que la testostérone qui est une hormone de combat. Les femmes ont à la fois une hormone de préparation à la nidation et de protection, même sociale. Et ça, c'est la progestérone. Et les femmes ont une protection et il y a moins d'accidents cardiovasculaires avant la ménopause que chez les hommes. Par contre, les femmes sont beaucoup plus conscientes de leur santé. Il n'y a qu'à regarder dans les cours de gym, dans les cours de sport, yoga et tout ça. Il y a 2 hommes en général. Dans nos formations, j'en ai plusieurs fois par année des formations psychologues et de la santé. Il n'y a jamais plus de 30 personnes, il y a 3 hommes. Donc, c'est moins cette conscience de la santé. Et je pense que vraiment, je suis très féministe, hein, donc je pense que les femmes vont être celles qui vont emmener la cohérence cardiaque à la maison. Aussi parce que c'est nous qui sommes en charge de l'éducation de nos enfants. Oui. Et donc des hommes et des femmes de demain. Donc, exactement. Donc, c'est tout simple. Se mettre à une pratique régulière, ça prend 15 minutes par jour. Et personne n'a besoin de me croire. Vous n'avez pas besoin de me croire. Donnez-vous 3 semaines. Je dis à vos auditrices et auditeurs, donnez-vous 3 semaines. J'y crois pas, je m'en fiche. Vous n'avez pas besoin d'y croire. C'est un réflexe. Ça s'appelle le baroréflexe. C'est un réflexe. Chaque fois que vous respirez 6 fois par minute, vous êtes en cohérence cardiaque. Vous n'avez pas besoin de matériel pour le prouver. Donc, c'est comme ça, c'est un réflexe automatique. Le vrai nom de la cohérence cardiaque, c'est l'arythmie sinusale respiratoire. Déjà, écrire un livre sur l'arythmie sinusale respiratoire, ce serait pire. Donc, donnez-vous 3 semaines. Je vais prendre 15 minutes par jour et je vois ce que ça donne. Et c'est assez intéressant. Et respirez au moins 1 fois par jour avec vos enfants. Et prenez ce moment, si vous avez plusieurs enfants, chacun seul ou en groupe, mais c'est bien d'avoir ce moment, c'est 3 minutes, ce petit moment privilégié avec les enfants. On va partager nos aspirations. Ben, parfait. Voilà. Donnons à nos enfants des racines et des ailes. Voilà. C'est une belle conclusion. Merci. Vous avez fait, David, bien le tour de la cohérence cardiaque. Je pense qu'on ne peut que être convaincu au moins de l'envie de tester grâce à vos explications. C'est la seule chose à faire. Tester, puis après on voit. Merci de m'avoir donné la parole. Et puis cherchez une question. Je vous promets de revenir vers vous dès que j'aurai une question piège.